Bonsoir. Afin de mieux appréhender le spectacle qui va suivre, il est indispensable de nous émerger dans le monde romantique du début du XIXe siècle, en 1838, très exactement. Chopin est devenu le pianiste le plus sollicité de Paris. Il est tellement célèbre qu'on lui propose de vendre son portrait imprimé, ce qu'il refuse outré. « Je ne veux pas servir à envelopper le beurre », dit-il. Homme discret et raffiné, sa silhouette slave couronnée de boucles blondes, sa langueur et sa finesse font tourner la tête des femmes. Chopin fréquente le salon de Marie Dagou, maîtresse de Liszt, et son salon est un véritable bouillon de culture où l'on croise Berlioz, Bellini, Alfred de Vigny, Liszt, bien entendu, mais aussi Meyerbeer ou le peintre Delacroix. Sans oublier la sulfureuse George Sand, écrivain reconnu universellement, qui défraye la chronique tant par la qualité de son écriture, par ses engagements féministes et sa liberté de plume, mais aussi par sa vie amoureuse débridée. À 24 ans, Chopin est encore un jeune homme inexpérimenté, très naïf et souffreteux, qui vient de subir une déception amoureuse et se laissera aimer et désirer par une mère plus que par une amante. À 36 ans, Sand est une femme d'expérience, mère de 2 enfants, Maurice et Solange, qui fera tout ce qu'elle peut pour séduire un Chopin timoré. Elle quittera même ses amis d'hommes pour revêtir des tenues vaporeuses et sensuelles avant de lui déclarer « Pour vous, je dépose à vos pieds mon cigare et mon cœur ». La suite, nous la connaissons, telle une menthe religieuse, George Sand entraînera sa proie consentante dans son antre berrichon de Nohant, avant de partir en lune de miel aux Baléares, loin des ragots parisiens. C'est ce dramatique séjour à Majorque que nous allons vous faire revivre à partir des écrits de Sand et des lettres de Chopin. Bon voyage en notre compagnie. En cet été 1838, la fête bat son plein chez George Sand, à Nohant. Le sieur Pichon, surnom que se donnait Chopin, se met avec plaisir aux bastringues pour accompagner le théâtre de marionnettes de Maurice, fils de Sand, et faire danser les convives parisiens, tels que nous le rapporte George Sand. On danse. Flaubert met une jupe et en effet le fandango. Il est bien drôle, mais il étouffe au bout de 5 minutes. Il est bien plus vieux que moi. Pourtant, je le trouve moins gros et moins fatigué d'aspect, mais toujours trop vivant du cerveau au détriment du corps. On saute, on danse, on chante, on crie, on casse la tête à Flaubert, qui veut toujours tout empêcher pour parler littérature. Il est débordé. Tourguenieff, lui, aime le bruit et la gaieté. Il est aussi enfant que nous. Il danse, il valse. Quel brave et bon homme de génie!
Sand a besoin de calme pour se consacrer à l'écriture, qui est sa principale ressource. Mais elle doit aussi s'éloigner d'un amant éconduit, le précepteur de son fils, qui lui faisait une scène quand elle rejoignait la nuit Chopin, son nouvel amant musicien. Son fils Maurice étant atteint de rhumatisme chronique, ses amis espagnols lui conseillèrent un séjour à Majorque, île encore sauvage, où le climat chaud et sec serait propice à la guérison de son enfant. Elle espérait aussi y filer son parfait amour, son nouvel amour en toute discrétion, mais Chopin se méfiait du qu'en dira-t-on. Il préféra différer son départ. Aussi, Sand partit avec ses 2 enfants par le chemin des écoliers, afin de rendre visite à divers amis et de donner l'opportunité à son compagnon de les rejoindre à Perpignan s'il s'en sentait la force. Chopin nous rejoignit peu de temps après à Perpignan, après 4 jours de voyage en malle-poste, et malgré cela, il était frais comme une rose et rose comme un navet. Les routes pyrénéennes n'étant pas sûres, nous prendrons le bateau à Port-Vendre pour Barcelone, puis nous ferons la traversée jusqu'à Palma, par une nuit calme et étoilée de novembre, à bord du tristement célèbre navire, le Mallorquín. La lune de miel espagnole se présentait du mieux du monde. Rien ne présageait la suite chaotique des événements. Chopin pensait certainement à sa barcarolle, qui signifie littéralement « chanson de bateau » chez les gondoliers vénitiens. En cet hiver 1838, Majorque est une île refuge surpeuplée en raison de la guerre civile en Espagne. Et dans ces conditions, trouver un logement n'a pas été une sinécure, comme le raconte George Sand. Tout ce qu'il fut possible de faire pour nous, ce fut de nous assurer 2 petites chambres garnies, ou plutôt dégarnies, dans une espèce de mauvais lieu où les étrangers sont bien heureux de trouver chacun un lit de sangle avec un matelas douillet et rebondi comme une ardoise, une chaise de paille et en fait d'aliments, du poivre et du sel à discrétion. Malheur à celui qui n'est pas content en Espagne. La plus légère petite grimace que vous feriez en trouvant de la vermine dans les lits et des scorpions dans la soupe vous attirerait le mépris le plus profond et soulèverait l'indignation universelle contre vous. Sans les mosquites, ces fichus moustiques, nous serions tous délicieux. Mais nous avons la figure et les mains tachetées comme des truites, et nous nous grattons comme des... Il découvre Palma avec ravissement. La description qu'en fait un Chopin en pleine forme est toujours valable de nos jours. Je suis à Palma, au milieu des palmiers, des cèdres, des cactus, des oliviers, des orangers, des citronniers, des aloès, des figuiers, des grenadiers, enfin de tous les arbres que possèdent les serres du jardin des plantes.
Le ciel est de turquoise, la mer de lapis-lazuli, les montagnes d'émeraude, et l'air est comme au ciel. Du soleil toute la journée. Ah, ma vie, je vis davantage. Je suis près de ce qu'il y a de plus beau au monde. Je me sens meilleur. Tout serait idyllique si le bruit incessant des maillets des tonneliers qui travaillaient sous leurs fenêtres ne leur rendait la vie impossible des potrons minés. Ils sont donc obligés de fuir la ville et louent une grande maison dans la campagne environnante que Sand décrit avec délicatesse et humour comme elle seule sait le faire. La maison était vaste, aérée, trop aérée. Au pied de la montagne, au fond d'une vallée plantureuse. Un mince filet d'eau courait sans bruit parmi les joncs et les myrtes où nous allions nous promener dans ce lit de torrent. À Majorque, le silence est plus profond que partout ailleurs. Les ânesses et les mules qui passent la nuit au pâturage l'interrompent parfois en secouant leurs clochettes. Dans la ferme voisine, le soir, j'entendais le vagissement d'un petit enfant, mais aussi la mère, qui pour l'endormir lui chantait un joli air du pays. Soudain, les cochons se plaignirent et le père de famille fut brusquement réveillé par la voix de ses porcs chéris, tout comme la mère s'était éveillée aux pleurs de son nourrisson. Je l'entendis réprimander ses hôtes qui se turent. Puis ce pagès, comme on appelle ces fermiers, se mit à réciter son rosaire et par un Ave Maria calma les animaux dociles. Un matin, après que le vent les eut bercés toute la nuit, de ses longs gémissements, tandis que la pluie battait leurs vitres, ils entendirent à leur réveil le bruit assourdissant du torrent. Toutes les fleurs des arbres étaient tombées et la pluie ruisselait dans leurs chambres mal closes. Cette maison délabrée portait bien son nom, la maison du vent, et elle devint bientôt inhabitable, car les murs étaient si minces que la chaux gonflait comme une éponge. Sand à nous le dire. Jamais pour mon compte je n'ai tant souffert du froid. Cette maison sans cheminée était sur nos épaules comme un manteau de glace et je me sentais paralysée. Nous ne pouvions nous habituer à l'odeur asphyxiante des braseros. Et notre malade commençait à souffrir et à tousser. Dès ce moment, nous devînmes un objet d'horreur et d'épouvante pour la population. Nous fûmes atteints et convaincus de phtisie pulmonaire, ce qui équivaut à la peste dans les préjugés espagnols.
Plusieurs pseudo-médecins se succéderont. On nageait dans plein diaphorisme, dira Sand. Chopin, quant à lui, déjà conscient que ce voyage serait un long chemin de croix, raconte leur intervention en les réunissant dans une petite scène de comédie qui montre que la maladie, ne lui a pas fait perdre son humour. 3 médecins les plus célèbres de l'île m'ont examiné, dit-il. L'un a flairé mes crachats, l'autre a frappé pour savoir d'où je crachais, le 3e m'a palpé en écoutant comme je crachais. Le premier a dit que j'allais crever, le 2e que j'étais en train de crever, et le dernier que j'étais déjà crevé. On prononce le mot fatal, phtisie. Et ces pseudo-médecins n'ont que 2 mots à la bouche, saignée et régime maigre. Consciente des dangers d'une telle thérapeutique, Sandre entreprend de soigner son malade, son petit tchoc-tchoc, son petit ange, comme elle dit, car figurez-vous que son état empire. Tous plus ânes les uns que les autres. La saignée serait mortelle. La maladie en avait l'instinct, et moi, qui sans rien savoir de la médecine et soigner beaucoup de malades, j'avais le même pressentiment. Je tremblais pourtant de m'en remettre à cet instinct qui pouvait me tromper et de lutter contre les affirmations d'un homme de l'art. Et quand je voyais la maladie empirer, j'étais véritablement livrée à des angoisses que chacun doit comprendre. Une saignée le sauverait, disait-on, et si vous la refusez, il va mourir. Pourtant, il y avait une voix qui me disait, jusque dans mon sommeil, une saignée le tuerait, et si tu l'en préserves, il ne mourra pas. Assurant à la fois le rôle de médecin, d'infirmière et d'ami, Georges prend entièrement en charge un Chopin devenu dépressif et disant « Je ne puis dormir, je tousse, et couvert de cataplasme, j'attends le printemps ou quelque chose d'autre. » Ce printemps, ils n'auront pas l'opportunité de l'attendre dans leur maison passoire, car en matière de prophylaxie de la tuberculose, la loi espagnole est simple et terrible, c'est la porte. Non seulement on doit chasser la famille, mais de plus, on badigeonne la chambre, on brûle les meubles, les draps et les vêtements, on brise la vaisselle, et, summum de la délicatesse catalane, on les fait payer pour tout ce qui est détruit. Vous imaginez sans mal le scandale que Georges a pu faire, mais rien n'y fit, il fallait déguerpir. Georges Sand a toujours gardé en travers de la gorge cette expulsion inhumaine. Elle va nous en dire 2 mots juste après la musique. Un matin, nous reçûmes du farouche Gomez, notre propriétaire, une lettre
déclarant que nous tenions une personne, laquelle tenait une maladie, qui les répugnait ni plus ni moins à lui, Don Gomez, l'homme le plus salement laid des 4 parties du monde, et qui portait la contagion dans ses foyers. Il nous fallait déguerpir sur le champ, sous la menace d'un procès, non sans avoir remboursé quelques assiettes en terre cassée au prix de la porcelaine de Chine, et payer les frais de cholage de tous les murs. Ce n'était pas un grand regret pour nous, car nous ne pouvions plus rester là sans crainte d'être noyés dans nos chambres. Mais notre malade n'était pas en état d'être transporté sans danger. Et puis, la difficulté était de savoir où nous irions, car le bruit de notre phtisie s'était répandu instantanément, et nous ne devions plus espérer de trouver un gîte nulle part, fût-ce à prix d'or, même pour une nuit. Sans l'hospitalité du consul de France, qui fit des miracles pour nous accueillir sous son toit, nous étions menacés de camper dans quelques cavernes comme des bohémiens véritables. À Palma, Chopin ne décolla pas de la cheminée de son hôte. Durant la petite semaine qu'ils passèrent chez ce bon monsieur Fleury, éveillé de près par Georges, Chopin se remet de son coup de froid. Et comme disait Georges, « Je le soigne comme un enfant et il m'aime comme une mère. » Un autre miracle se présente à eux sous la forme de la location d'une cellule à la Chartreuse de Valdebossa, qui le représentait comme idyllique. Chopin écrira, et vous allez voir, « Je vais sans doute loger dans un cloître admirable, dans le plus beau site du monde. La mer, les montagnes, les palmiers, le cimetière, une église teutonique, les ruines d'une mosquée, des vieux oliviers millénaires. » Le catalogue touristique était parfait, sauf qu'il n'y a jamais eu de mosquée, et que le logement, comme le voisinage, seront loin d'être ceux prévus. Comme quoi, la publicité mensongère ne date pas d'hier. C'est dans cet état d'esprit euphorique et totalement inconscient des risques que comporte une telle expédition dans une contrée arriérée à l'époque, que la mère, ses 2 jeunes enfants et Chopin malade, pas l'oublier, font leur mal pour le grand départ du lendemain. Voici donc la petite famille en route pour Valdebossa, avec tout leur pactage, y compris le pianino discordant, acheté à Palma à prix d'or, sans lequel Chopin n'eût pu survivre, ni composer comme il le fit pendant presque tout son séjour. Valdebossa est un petit village montagnard, aujourd'hui à 40 minutes de bus de Palma, mais à l'époque, c'était une expédition périlleuse, de plus de 4 heures. Sand va nous le décrire avec sa verve habituelle. Nous partîmes par une matinée sereine et nous allâmes prendre possession de notre chartreuse au milieu d'un de ces beaux rayons de soleil d'automne. Nulle part la nature ne s'était montrée aussi libre que dans ces bruyères de Majorque, où elle fleurit sous les baisers d'un ciel ardent et sourit sous les coups de tiède bourrasque qui la rasent en courant les mers. La fleur couchée se relève plus vivace,
Le tronc brisé enfante de plus nombreux rejetons après l'orage. La tartane est une espèce de coucou omnibus conduit par un cheval ou un mulet et sans aucune espèce de ressort. Ravins, torrents, fondrières, évives, fossés se présenteront en vain. On ne va pas s'arrêter pour si peu. Tout cela s'appelle d'ailleurs le chemin. Vous n'avez rien de mieux à faire que de prendre votre parti et de bénir le matelas qui tapisse la caisse de la voiture, sans lequel vous auriez les membres brisés. Il ne vous reste plus que de remettre votre âme à Dieu et de contempler le paysage en attendant la mort ou un miracle. Et pourtant, vous arrivez quelquefois sains et saufs, tandis qu'une roue court sur la montagne et l'autre dans le ravin. Ils arrivent enfin au centre de cette montagne décharnée qui fait un peu penser à la cordillère des Andes, en plus petit, et qu'on peut aujourd'hui encore parcourir soit à pied par les GR, soit par un petit train électrique en bois de 1912 qui relie Palma à Soyer. Lorsque Chopin et Sand s'installèrent dans une des cellules donnant sur le promenoir, près du patio embaumé par l'odeur des myrtes, le couvent gardait encore des effluves de vie monastique. Les 3 pièces qui constituaient la cellule choisie par les nouveaux venus et que l'on peut encore visiter sont spacieuses, élégamment plafonnées et éclairées au fond par des rosaces joliment ouvragées. Elles sont séparées du cloître par un couloir obscur. En guise de cuisine, il y avait 2 petits fourneaux à l'extérieur de la cellule, sous un auvent donnant sur le jardin. Exposées au midi, les 3 pièces ouvrent sur un parterre dominant les vergers d'orangers qui s'étendent sur les pentes de la vallée. Et pour tout chauffage, un poêle fumeux et malodorant qui, comme disait Sand, était tout juste bon pour un lama du Tibet. Une fois le gîte assuré, il fallait penser au couvert. Il ne pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y avait un malade et 2 enfants. Ils étaient totalement à la merci des autochtones. Et Sand et Chopin n'avaient pas pensé un instant à la méchanceté et à la bêtise humaine. Vous allez voir ce que Sand va en dire. La Chartreuse avait pour tout habitant, moi et ma famille, le pharmacien, le sacristain et la Marie-Antonia, sorte de femme à charge qui était venue d'Espagne pour échapper à la misère et qui avait loué une cellule pour exploiter les hôtes passagers de la Chartreuse. Mais aussitôt, elle entrait en possession de tout votre ménage et prévalait pour elle le plus pur de vos nippes et de votre dîner. Je n'ai jamais vu de bouche dévote plus friande, ni de doigts plus agiles pour puiser, sans se brûler, au fond des casseroles bouillantes, ni de gosier plus élastique pour avaler le sucre et le café de ses hôtes chéris, à la dérobée, tout en fredonnant un cantique ou un boléro.
c'eût été une chose curieuse et divertissante que de voir cette bonne Antonia et la Catalina, cette grande sorcière valdémosane qui nous servait de valet de chambre, et la Nina, petit monstre ébouriffé qui nous servait de groom, aux prises toutes les trois avec notre dîner. C'était l'heure de l'Angélus. Et ces trois chattes ne manquaient pas de le réciter, tout en faisant main basse sur tous les plats, et la petite répondant « Amen », tout en escamotant avec une dextérité sans égale quelques côtelettes ou fruits confits. Nous fûmes forcés, mes enfants et moi, de nous relayer dans le rôle de plantons pour surveiller les vivres. On ne peut nier que les insulaires ne furent pas des plus tendres avec la famille Chopin. Il est même miraculeux, nous le verrons, qu'un drame irréparable ne se soit produit durant leur séjour. C'est la raison pour laquelle Sand sera intraitable dans son récit d'un hiver à Majorque. Si de nos jours, les Baléares sont encore une destination touristique phare, ce n'est pas uniquement pour ses plages, ses boîtes de nuit et ses cochonailles, quoique pour certains, Sea, Sex and Sun soit l'unique objet de leur transhumance, grand bien leur fasse, il en faut pour tous les goûts et tous les âges. Majorque offre également aux voyageurs curieux une architecture estimable, particulièrement à Palma, mais aussi des paysages et une flore grandiose. Dans son hiver à Majorque, justement, paru 2 ans après son séjour, Sand sera à la fois intraitable envers les autochtones, qui furent, il est vrai, infects envers sa famille, mais elle sera également dithyrambique sur sa description de la nature majorcaine.